Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Qui a fait basculer le Togo d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire. L'opposition est vent debout et crie à un coup d'État institutionnel. Entre autres questions que nous allons poser à notre invité de ce jour, une voix qui porte, une voix qui compte. Il vient d'être élu fraîchement, il est député pour la dernière élection législative, mais il refuse d'aller siéger au Parlement. Il dira pourquoi Maître Dodi Akpevon, président national du parti FDR, Force démocratique pour la République, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Mabilas. Comment va Lomé aujourd'hui? Lomé, bon, va au rythme de la vie politique. Et on aurait aimé que les choses se passent autrement, parce que quand vous observez aujourd'hui tous les Togolais, c'est un peu de détresse, un peu de tristesse. La vie quitte progressivement les cœurs. Donc, on aurait aimé que les choses bougent un peu, changent, et que la politique qui a phagocyté notre vie quotidienne puisse être mieux organisée pour que nous retrouvions la joie d'antan. Voilà. Un fait d'actualité qui a défrayé la chronique ces derniers temps, c'est l'agression dont a été victime le député sénégalais Guy Marius Sagna lors d'une réunion politique. Il a été pris à partie par des hommes non identifiés et lui et d'autres forces politiques qui étaient présents sur les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? C'est un peu le désarroi, un peu de tristesse, de courroux lorsque nous avons appris cette information. Parce que il y a des choses que nous subissons. Le pays, le refus des manifestations, la répression, mais on n'a pas pensé qu'ils iraient aussi loin. Ils iraient aussi loin parce que nous avons suivi les interventions du député Sagna à la Cour africaine du Parlement de la CEDEAO. Voilà, récemment à Abuja, où il est quand même allé vraiment de manière vigoureuse contre les modifications de constitution, le maintien de manière anarchique des dirigeants de nos pays à la tête du régime, en tripatouillant les constitutions. Mais est-ce que vous pensez que c'est de cela qu'il est question? Est-ce qu'il paie les frais de cette position? Je suis convaincu parce que celle qui est à la tête du Parlement de la CEDEAO aujourd'hui, c'est une de vos compatriotes. C'est l'une de nos compatriotes. Et la manière dont elle a réagi par rapport à l'intervention de Sagna à Abuja, il augure un peu ce qui peut se passer. Nous avons appris d'ailleurs que lorsque Sagna ils ont appris que Sagna voulait intervenir pour parler aux Togolais, ils se sont opposés. L'endroit où les manifestations devaient normalement se dérouler, ils ont refusé que ça se tienne là. C'est pour ça que finalement, la députée qui l'a invité à faire cette rencontre-là, lui a demandé plutôt de venir au siège de son parti. Ce à quoi nous nous attendions, peut-être, c'est que les autorités refusent. Donc vous pensez que cette manifestation a reçu les autorisations en bonne et due forme? Et puisque les policiers étaient sur les lieux depuis le matin, et lorsqu'on leur avait posé la question, ils ont dit qu'ils sont venus pour assurer la sécurité de la rencontre. Donc, et comment se sont-ils comportés pendant que la bastonnade avait lieu? Non, ils étaient là depuis le début, et ceux qui sont venus, eux, n'étaient pas habillés.
Mais nous sommes sûrs que c'est des policiers, des gendarmes déguisés en nervis. Procès d'intention, non? Non, ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. La preuve est que lorsque les bastonnades ont commencé, les policiers étaient sur les lieux, mais ils n'ont pas bougé. Peut-être qu'ils n'ont pas su. Comment ils n'ont pas su? C'est devant eux qu'on jetait les chaises, qu'on tabassait les gens sortaient en sang. C'est devant eux qu'on a pris les caméras des journalistes et tout pour aller jeter dans un puits. C'est devant eux qu'on a jeté des pierres sur les véhicules qui sont dans les environs, qu'on a caillassé les véhicules. Ils étaient présents. Et comment ils peuvent dire qu'ils ne sont pas? Ils sont venus pour assurer la sécurité d'une manifestation et tout ce qui se passe là-bas, ils vont dire qu'ils ne sont pas au courant. Comment ils peuvent le dire? Ce qui est sûr, le ministre du Togo, le ministre de la Communication du Togo, a fait une déclaration, il a appelé tout le monde à la retenue et des enquêtes auraient été diligentées. Tout ça, c'est des histoires. Vous ne croyez pas aux enquêtes c'est des histoires. Nous sommes habitués. Au Togo, nous sommes habitués à ce genre de comportement. Ils font semblant de ne pas être au courant, mais c'est eux qui sont derrière tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment dommage. Les gens savent que nous subissons beaucoup de brimades au Togo. Mais s'attaquer à quelqu'un qui est venu de l'extérieur, député de surcroît, député sénégalais, député de la CEDEAO, vient ici pour juste rencontrer dans un enclos, une réunion privée de quelques individus. Ce n'est pas une marche. Il ne participe pas à une marche. Donc vous pointez du doigt les forces régulières togolaises qui auraient été à l'origine de cette bastonnade-là. Moi, je pointe du doigt les gouvernants du pays. Ce qu'ils sont en train de faire, mais je dis, ça fait la honte de notre pays. Parce que ce qui s'est passé là, c'est sur tout le pays que le discrédit est tombé. On ne peut pas apprendre. Et les gens, moi j'ai vu les réactions des Sénégalais hier sur les réseaux sociaux. Quel est ce pays-là où on ne peut même pas venir parler à des citoyens? Ce qui est sûr, des enquêtes ont été diligentées. On attend les résultats de ces enquêtes pour en savoir un peu plus. Nous sommes habitués des enquêtes auto. Si on doit faire une enquête, non. Si on doit faire une enquête, ça doit être la CEDEAO elle-même qui doit diligenter une enquête. Ce n'est pas les Togo. Donc vous croyez plus en la CEDEAO qu'aux autorités régulières? Je peux même dire qu'on organise une enquête internationale. C'est-à-dire que si la CEDEAO est complice des faits, je suis sûr que ce n'est pas le Togo lui-même qui... Ce qui est sûr, les uns les autres vous entendent. Et on saura ce qu'il adviendra de cette affaire-là dans les jours, semaines ou mois à venir. Maître Apevon, parlons maintenant des restantes élections législatives. Comme je le disais, l'opposition n'a pas eu beaucoup de sièges. Le parti au pouvoir a obtenu 108 sièges, pendant que vous, de l'opposition, vous n'avez obtenu que 5 sièges. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Vraiment, ça fait pitié quand on attend des choses. C'est ma question qui fait pitié ou c'est le vote qui fait pitié? La situation même du Togo fait pitié. Ça fait pitié parce que on nous dit, entre guillemets, qu'on est en démocratie, qu'en réalité, c'est la volonté d'un homme qui triomphe. Un homme qui a envie de s'éterniser au pouvoir. Il est là, il formate tout, il intervient partout. Dans notre pays, aucune institution ne marche. Aucune. Vous prenez la CENI, vous prenez la Cour constitutionnelle, vous prenez la HAN, aucune de ces institutions. Et pourtant, c'est des Togolais qui composent ces institutions-là. Ils sont au service de quelqu'un. Vous ne les verrez jamais intervenir pour dire ça, on ne peut pas le faire. Je ne me demande même où se trouve leur dignité. Peut-être qu'ils ne le disent pas sur la place publique. Ils ne sont pas obligés de le dire justement. Ce qu'on a fait la dernière fois, la CENI, qui a organisé ces élections, ceux qui sont membres de cette CENI, le président de la CENI, ne savait même pas où se prenaient les décisions. C'est le ministre de l'administration territoriale qui dictait la loi, qui leur dictait ce qu'il faut faire. Il y a même des choses qui arrivent, eux-mêmes ils ne sont pas au courant. Alors, comment voulez-vous nous parler d'une élection transparente organisée par des gens qui ne savent même, une institution qui ne sait même pas ce qu'elle fait? Maître Apevon, dites-nous exactement, est-ce que les résultats qui ont été proclamés n'ont pas été celles qui sont issues des urnes? Mais vous avez vu les images. Ah, moi, j'ai pas On est allé à une élection, en pleine élection, avant même le début de la compétition, avant les élections, les urnes doivent s'ouvrir à 7 heures. Mais avant 6 heures, 5 heures et demie, avant que nos délégués n'aillent dans ces bureaux de vote, les urnes étaient déjà remplies aux 2 tiers. C'est sûr ça? Mais comment je peux dire, les images ont circulé, ils ne peuvent même pas le nier. Les urnes étaient remplies aux 2 tiers. Dans quelle localité? Dans quelle localité dans ma préfecture, par exemple. C'est celle-là que je connais le mieux. Dans ma préfecture de Vaud,
Mais il a fallu que des gens, des maires de cette localité, certains maires qui ont été ahuris par ce qui se passe, ont dû se bagarrer pour que on renvoie ce qui est déjà fait avant l'arrivée des votants, pour qu'on recommence. Il y a des gens qui sont venus dans des bureaux de vote avec des procurations qui est déjà signé à blanc. Mais ils viennent, ils remplissent, ils donnent, mais les gens interviennent. Mais tout cela est réglementé normalement, non? On a vu des gens avec des bulletins de vote. Ils vont dans l'urne. Ils mettent 1, 2, 3, 4, 5, la même personne. 10 bulletins, 20 Mais cela doit se refléter lors du dépouillement où on devrait voir que le nombre de votants dépasserait le nombre d'inscrits, non? Si effectivement il y a eu ces bourrages-là, ces votes multiples. Après les élections, nous, pour nous faire rembourser de notre caution, nous avons demandé à la CENI de nous donner tous les résultats proclamés. Bureau de vote, pas bureau de vote. Bureau de vote. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas. Ils nous ont renvoyés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit non, ce n'est pas eux de retourner à la CENI. C'est ce pipon qu'on a fait jusqu'à présent. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont nous remettre ces bulletins bureau de vote par bureau de vote, on comprendra véritablement ce qu'ils ont fait. Et eux-mêmes, ils n'en sont pas fiers aujourd'hui. Ils n'en sont pas fiers. Dire qu'aujourd'hui, on a organisé des élections au Togo et que les Togolais aiment tellement le parti uni, j'allais dire plutôt RPT uni, au pouvoir, et qu'ils ont préféré leur donner 108 sièges sur 113. À qui on veut faire croire ça? On veut faire croire ça à qui? Madame, malgré la situation calamiteuse que vous décrivez, vous avez réussi quand même à être élu, vous. D'abord, je vous dis félicitations. Mais dites-moi, quelle est votre recette? Comment est-ce que vous avez pu quand même avoir votre siège dans cette situation catastrophique que vous décriez? J'ai un parti qui fonctionne. Nous avons un parti qui fonctionne avec des militants debout. Est-ce que ça dit que les autres partis n'ont pas fonctionné? Non, je parle de moi. Je ne veux pas parler des autres. Oui. Je dis, si les élections devraient normalement se passer de manière régulière, de manière ridicule, on ne parlera pas d'un siège que nous avons obtenu. Parce que nous avons réellement fait un travail de terrain qui aurait pu nous permettre d'avoir des sièges, d'engranger des sièges dans ce pays. Mais ils ont préféré faire ce qu'ils ont fait pour nous réduire à cette portion congrue là. Mais ce qui est symptomatique dans cette affaire, c'est que au moment où les élections étaient déjà programmées, les dates annoncées, c'est à cette période qu'on nous a annoncé le changement de notre constitution. En pleine nuit, on s'est réveillé un bon matin et on a vu des députés nous annoncer qu'ils se sont réunis la nuit, ils ont changé notre constitution. Ce qui est sûr, on va revenir sur cet aspect tout à l'heure dans l'émission. Oui. Finissons avec les élections législatives pour vous dire, vous, malgré ce score que vous avez fait, vous refusez d'aller siéger au Parlement. D'abord, est-ce que l'information elle est vraie? Elle est vraie, je vous la confie, j'ai écrit. C'est lui qui dit aujourd'hui, est président de l'Assemblée nationale, m'a écrit, je lui ai répondu. En disant quoi? Que je ne vais pas siéger. Que je ne vais pas siéger. Mais je ne vois pas l'intérêt d'aller siéger dans une assemblée où on refuse la démocratie. Une assemblée où on refuse la démocratie et on essaie de trafiquer les résultats des élections et puis on nous dit, bon, venez pour aller parler de quoi? Mais Maître Akwevon, dites-moi, est-ce qu'avant d'aller aux élections, vous étiez conscient que même élu, vous n'irez pas siéger, ou bien la situation qui fait que vous ne voulez pas aller siéger aujourd'hui, est-ce qu'elle est nouvelle? Non, les gens ont toujours triché dans ce pays, c'est vrai. Mais on n'a jamais imaginé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait la dernière fois. C'est vrai qu'on s'est plaint dans ce pays que oui, les élections, il y a toujours des manipulations des résultats, il y a des achats des électeurs et tout ça. On s'est plaint. Mais personne d'entre nous n'avait imaginé qu'il allait réellement, de manière généralisée, sur toute l'étendue du territoire, mais mandater des gens pour aller faire ce qu'ils ont fait là. Et là, on se demande, mais des dirigeants qui veulent conduire un pays vers la prospérité, accepter ou mettre des citoyens dans des situations de tricher, de voler. On s'est dit, mais quel est ce genre de citoyens qu'on est en train de former dans ce pays? Quelle fierté ils ont aujourd'hui en demandant à ceux-là d'aller poser ces actes-là, et surtout des jeunes. Parmi eux, on a trouvé des étudiants et tout ça. Alors, quel est l'avenir qu'on est en train
d'envisager pour notre pays. Mais c'est lamentable. Maître Akpevon, vous avez embrayé sur ma prochaine question tout à l'heure. Vous parlez de la réforme constitutionnelle qui est intervenue. D'abord, vous décriez la manière, la méthode. Que reprochez-vous à la méthode concrètement? La quoi? La méthode d'intervention de l'avènement de cette nouvelle constitution. Mais, monsieur Babilas, vous êtes journaliste, au moins, même si vous n'êtes pas au Togo, vous avez appris ce qui s'est passé. Est-ce que vous imaginez une seconde que, même si des gens ont un dessein inavoué de se maintenir au pouvoir et tout ça, et qu'ils décident la nuit avec une équipe de députés qui ont fini leur mandat et qui décident quand même de se réunir la nuit sans aucune consultation des populations. Attention, Maître Akpevon, ils ont fini leur mandat réglementaire, mais on a mis des dispositions pour les maintenir comme députés jusqu'au moment où l'élection aura lieu. Quelle disposition pour maintenir quoi? Mais c'était des députés. Ils légiféraient toujours, non? Les députés en fin de mandat ont été placés au même niveau que les députés d'une assemblée dissoute. Les deux sont au même niveau. Et on parle, dans la Constitution, on dit, lorsque l'assemblée est dissoute, les députés qui siégeaient dans cette assemblée qui vient d'être dissoute, mais ils restent seulement pour gérer les choses, les affaires courantes, jusqu'au moment où on élise. Mais une assemblée dissoute, est-ce que vous imaginez des députés d'une assemblée dissoute proposer des lois, à plus forte raison, aller modifier une constitution? Vous l'imaginez? Donc, des députés qui ont fini leur mandat se réunissent une nuit sans que la population n'ont jamais appris une seule fois qu'il y a un projet de constitution qui est sur la table. Mais pour qui on fait la constitution? C'est pour les peuples, non? Mais maître, vous l'avez décrié, le gouvernement quand même a écouté vos doléances, est revenu un peu dans sa démarche pour aller quand même organiser des tournées, expliquer la procédure aux populations, non? Non, je vous donne l'excuse de peut-être de quelqu'un qui n'est pas... Il faudrait que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. C'est vrai que vous avez été surpris de l'avènement de ce projet, mais au moment où vous avez levé la voix, on est revenu un peu en arrière, non? Ils ont consulté qui? Est-ce que c'est les chefs cantons, les chefs de village qui représentent les populations togolaises? Ils sont allés dans le village, ils ont trié ceux qui veulent voir, des chefs de village, ils se sont réunis dans des enclos et ils ont proclamé que ce qu'ils ont fait est bon pour nous. C'est ça la consultation des populations? Non, en fait, si c'est ce qu'ils croient faire de bon pour notre pays, c'est leur affaire. Mais nous disons, ce qu'ils ont fait là est anormal, est ignominieux. On ne l'acceptera jamais. On ne l'acceptera ni aujourd'hui ni demain. Vous dites que vous n'allez pas l'accepter. Vous avez même dit ceci, citation, même si on n'a que 5 députés, nous allons organiser la résistance. Fin de citation. Maître Akpevon, où en est la résistance aujourd'hui? Elle est toujours d'actualité. Ce qui s'est passé hier avec Sagna, c'est une forme de résistance. Nous sommes sur le terrain avec la société civile en train d'organiser le réveil justement des consciences. Le fait de refuser même d'aller siéger est une forme de résistance que nous avons engagée. Qu'ils comprennent que nous ne serons jamais d'accord avec ce qu'ils ont commencé à faire. On ne l'acceptera pas. C'est quand même ahurissant. Mais j'ai l'impression que vous avez épuisé quand même toutes les voies de recours, hein? Est-ce que vous avez encore d'autres marges de manœuvre aujourd'hui pour contester cette constitution? Quelle voie de recours? Moi, j'ai refusé même de saisir la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas perdre mon temps, m'enfermer quelque part. Je suis juriste. Pour aller prendre des tests et réfléchir et envoyer à une institution qui ne regardera même pas ce que vous leur envoyez comme projet de refus. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Il se passera ce qui va se passer. Quoi, justement? Moi, je ne saurais vous le dire. Les populations... Monsieur Babilas, sachez une chose, hein. Les gens croient à un moment donné que bon, ils ont la maîtrise de la situation, ils ont l'armée pour eux, ils ont la police, ils peuvent réprimer, ils ont des juges pour mettre les gens en prison et ils croient que c'est fini. Mais le peuple, un peuple est un peuple. Le peuple est tellement versatile que le même peuple qui vous a dressé
le tapis rouge. Le tapis rouge, c'est le même peuple qui demain qui vous jetera les pierres. Mais ça fait l'exemple est fréquent. Oui, mais Maître Akpebon, ça fait très longtemps qu'on entend ce discours-là. Jean, le peuple va réagir, le peuple va prendre ses responsabilités, mais les années passent, mais on ne voit rien justement. Oui, mais ce que vous dites, c'est comme si vous ne savez pas ce qui s'est passé ailleurs. Dans d'autres pays, les gens ont mis plus de, 50 ans, 100 ans pour... Oui, mais ça, c'est dans d'autres pays. Oui, mais c'est la même chose. Lorsque vous êtes face à une dictature, mais qui ne résiste devant rien pour réprimer, pour tuer. Depuis que nous avons commencé ce que nous appelons aujourd'hui dans notre pays, entre guillemets, notre entrée dans l'ère démocratique, si on vous dit le nombre de personnes qui sont mortes dans cette résistance-là, des personnes blessées, mais vous allez écarter les yeux. Je vous donne juste un exemple. Lorsque le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est décédé, la nuit là... Le chef de l'État, Gnassingbé, il y a des mains. Il y a des mains, pas fort. Je ne parle pas de fort. Merci. Mais lorsqu'il était mort, mais on croyait que bon, lui, il était militaire, que la dictature a pris fin. Mais c'est la même nuit. Et contre toute attente, alors qu'on a eu une constitution dans ce pays, c'est la même nuit qu'on nous a annoncé que, par les militaires, que son fils va le remplacer. Et il est venu, il a dit, ah non, le père c'est le père, moi c'est le fils, je ferai autre chose. Mais lui, il est pire aujourd'hui que le père. Il est pire que le père. Alors, donc, la résistance dans laquelle nous sommes aujourd'hui entrés, elle prendra le temps qu'il faudra, mais nous y arriverons. Nous arriverons à bout de cette dictature, ça sachez-le. Maître, en préparant cette émission, je suis tombé quand même sur une des réflexions que vous avez faites en janvier 2024 qui m'a quand même intéressé. Et lors d'une réunion le 28 janvier exactement 2024 devant vos militants, à Baie, justement, vous avez diagnostiqué deux mots qui minent le Togo. D'un côté, ceux qui dirigent le Togo et de l'autre côté, l'opposition. Et j'irai plus loin. Pour le pouvoir, voici ce que vous disiez. Ce sont, je cite, des gens sans cœur qui nous dirigent. Ils n'ont jamais pitié pour le peuple. Qu'on souffre ou non, cela ne les regarde pas. Ils ont capté le pouvoir par la force et l'exercent également par la force. Fin de citation. Tout à fait. Vous assumez tout cela? Je l'assume. Je l'assume. Si on me demande de réécrire, je n'enverrai même pas une virgule. De l'autre côté, pour l'opposition, voici ce que vous disiez. Citation, nous sommes aussi des gens sans cœur. L'opposition a perdu son dynamisme, sa clairvoyance, sa vigueur. Une opposition divisée, affaiblie, chacun de son côté. Personne ne veut travailler avec l'autre. Fin de citation. Le vrai problème, on a l'impression, en lisant ces lignes-là, que ça se trouve du côté de l'opposition. Ben oui, ça c'est nos faiblesses. Je le reconnais. Parce que les gens disent, mais il ne faut pas montrer à l'extérieur ce que nous traînons nous-mêmes comme d'État. Non. Pour que nous puissions réfléchir demain, mais il faut quand même qu'on fasse une pause nous-mêmes. Mais cette description-là, ça interpelle tout le mais tout bien le sûr, monde, ça nous interpelle et nous y travaillons. Parce que lorsque nous n'allons pas régler cette difficulté interne à l'opposition, mais c'est vrai que nous aurons des difficultés à avoir le dessus. C'est pour ça que tous les jours, nous devons encore et encore travailler. Mais est-ce que cette remarque-là, cette analyse-là, est-ce qu'elle est partagée vraiment par toute l'opposition, j'allais dire? Mais bien sûr, elle est partagée, sauf ceux qui n'ont pas envie, tu vois, par hypocrisie, n'ont pas envie de la reconnaître. Aujourd'hui, on sait que l'opposition est divisée. Et on sait que nous avons des C'est normal que l'opposition soit divisée, normalement. C'est normal que... Parce que ce n'est pas le même parti. Même au sein d'un même parti, les gens ne sont pas toujours là. Mais que chacun soit de son côté, on ne se fait pas confiance. Comment est-ce qu'on va renverser la tendance dans ces conditions? Non, c'est-à-dire que, vous savez, on peut venir en politique pour un idéal. J'ai envie de me battre pour mon pays, que j'obtienne quelque chose, qu'il y ait un gain ou pas. Moi, l'idéal, c'est ça qui m'a amené en politique. Mais d'autres peuvent venir parce qu'ils veulent se servir de la politique comme un tremplin pour atteindre une position donnée. Et c'est ça qui est notre difficulté. Parce qu'au moment où certains d'entre nous continuons à nous battre pour dire non, ce n'est pas bon ce qui se passe. Le fait de nous dire que nous sommes aujourd'hui dans une 5e république, une république totalement bananière. Mais d'autres vous disent, ah non, cette affaire de 5e république-là, mais passons l'éponge. Vous ne pouvez rien faire contre.
accepter ça et puis aller discuter plutôt quelques prébendes avec le pouvoir. Mais dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui vous gêne dans la nouvelle constitution? Est-ce que c'est la méthode qui vous dérange ou bien le fait que l'on passe à un régime parlementaire? Qu'est-ce qui vous dérange? Il y a tout. C'est un amalgame c'est un brouillon. Tout ça là, c'est inacceptable. Vous pouvez imaginer qu'un chef d'État qui a gouverné le pays pendant 20 ans bientôt, dise qu'on lui fabrique une constitution, lui ne passera plus devant le suffrage populaire. Il ne va même plus subir des élections. Il n'ira plus devant les électeurs pour se faire élire. Même s'il veut être le président du Conseil des ministres, il dit non, ça là, parce que dans d'autres pays, lorsqu'on parle de parlementarisme, le Premier ministre est un élu. Il va devant les peuples. On l'élit d'abord avant de faire de lui le Premier ministre. Mais lui, il dit non, je me cache derrière mon parti. Dès que mon parti gagne, ce parti déclare que je deviens président. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette bizarrerie? Dans quel pays on a fait ça? On a fait le parlementarisme de cette manière-là? Non, aujourd'hui c'est... Et puis, lorsque ils ont décidé à l'Assemblée qu'on est entré en 5e République, mais quand ils sont coincés, ils étaient coincés, ils ont dit, mais normalement, à cette période-là, le chef de l'État, qui, selon ce que nous avons entendu, va devenir le ministre, le président du Conseil des ministres. Le ministre, oui. Mais comme ils ont vu que le moment n'est pas venu, ils ne sont pas prêts, ils ont dit, ok, nous allons organiser une transition, une période transitoire. Et on va aller reconduire la dame Premier ministre, là, avec un gouvernement structure qui n'est pas prévue dans la nouvelle constitution. Oui, mais c'est une disposition transitoire. Oh, c'est transitoire. Mais même si c'est transitoire, il aurait fallu le prévoir dans la constitution. C'est quoi dans ce pays? C'est quoi? Est-ce que vous avez vu ça comme ça ailleurs? Où on ne prévoit on ne prévoit pas la disposition dans la constitution, on l'applique. Parce que les gens ont vu que bon, nous sommes en difficulté, il faut fabriquer. C'est quoi cette affaire? Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui à l'Assemblée, on est dans la 5e République et au niveau du gouvernement, on est dans la 4e République. Donc il y avait 2 républiques qui se télescopent. C'est quoi? C'est trop brouillon. Maître Apévan, on va amorcer la toute dernière question dans cette émission. Il a un fait que l'on reproche au président Faure Gnassingbé de vouloir s'éterniser au pouvoir. Ouais. Mais il faut remarquer aussi quand même que l'opposition non plus ne se renouvelle pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous suivez ma lecture. Je vais vous faire une démonstration simple. Ouais. Quand vous prenez M. Jean-Pierre Fabre, je prends Brigitte Adiamagbo, je vous prends vous-même. En 90, vous étiez là. Vous étiez déjà dans la politique en 90. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ouais. En face de vous, qui on a? On a d'abord vos enfants ou les enfants de vos challengers d'hier. Entre les deux, qui n'a pas opéré de changement si ce n'est pas vous? Ça, c'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Oui, mais démontrez-le-moi. C'est trop simpliste parce que pour parler de renouvellement de la classe politique, il faut, comment je vais dire, avoir sous les coudes tous les atouts, tous les moyens, les ressources et tout ça. Non, pas ces détails-là. Oui, je vous en prie. Oui. Laissez-moi vous dire. Oui. Les gens vous disent qu'il faut renouveler la classe politique. Comme s'il faut se lever un bon matin pour dire oui, moi je ne suis plus là, bon, prenez ta tampion pour venir me remplacer. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? Non, mais je vous dis, je parle de moi. Oui. Moi, notre parti est né seulement en 2016. Je suis seulement c'est le 2e mandat. Non, je ne vais pas parler de je le dis. Je parle de vous en tant qu'acteur politique. Oui. Depuis quand vous êtes dans la politique? Mais je suis dans la politique, alors je n'ai jamais pris la... Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on dise oui, mais ça suffit pas, va aller te reposer. Oui. Je vais bien, moi je le dis toujours à mes militants. Si quelqu'un aujourd'hui a un profil... Ce n'est pas contre votre personne, mais je pose un problème d'ordre général. Parce que hier, vos adversaires, c'était les Fambaré Nathiaba, les Baké, Moussa Baké, les Haïté, les Kofi Panou et autres. Aujourd'hui, vous avez Malik Nathiaba, qui est le fils de Fambaré Nathiaba. Il est encore votre challenger. Ça veut dire que de l'autre côté, on a opéré quand même des changements. Un faux débat. Vous en êtes sûr? Oui, totalement un faux débat. Vous en êtes sûr? Un faux débat, parce que dans d'autres pays, vous trouverez des gens qui ont un certain âge
mais qui ont continué à apporter à leur pays ce qu'il faut pour que le pays avance. Ce n'est pas un renouvellement fictif. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque le moment viendra pour qu'on fasse un renouvellement de nos structures, mais c'est parce que le moment est venu. Nous sommes dans ce combat-là il y a longtemps. C'est un combat qui a épuisé les gens, financièrement par là. Vous savez comment on fait pour faire tourner un parti politique au Togo? Vous savez comment? La paupérisation